Oui, mon livre, c'est Les 12 sagesses des arbres. Et un petit peu, dans ce livre, j'ai eu envie de partager comment les arbres nous aident à vivre, tout simplement. Comment ils peuvent nous inspirer par leur façon d'être et leur façon eux-mêmes de vivre, de survivre, de guérir, etc. Leur rythme, etc. Et ce moment qu'on va vivre ensemble, ces 50 minutes, ça sera en gros 4 parties. Une première partie où je vais vous raconter mais d'où vient tout ça, pourquoi j'emmène des gens dans la nature se ressourcer, dans des randos lyriques. J'en ai fait une hier justement à Besançon, c'est pour ça que je n'ai pas pu venir en faire une ici. Voilà, je fais ça tous les week-ends depuis quelques mois maintenant, depuis quelques années. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à avoir envie de partager de façon aussi intense ce que les arbres nous offrent, ce qu'ils sont, et même la philosophie, voire la métaphysique qui se cache derrière leur présence. Donc une première partie où je raconterai ce cheminement, parce que je crois que ça a son importance pour la suite. Une deuxième partie où ce sera très concrètement les arbres eux-mêmes. Ben voilà, peut-être les observations que vous aurez faites, quel est mon regard par rapport à ça, et peut-être que ça vous parlera pour certains aspects. Donc une deuxième partie, concrètement, voilà, des façons de vivre des arbres. Troisième partie, pour moi le noyau du pourquoi et comment j'ai compris la façon dont les arbres sont si utiles et si importants de par ce qu'ils sont. Et ça, j'en parlerai, c'est vraiment le noyau de ce que j'ai envie de partager et que j'ai appris notamment chez des peuples premiers comme les Amérindiens au Québec, chez les Wendat-Hurons. Ça, je vous en parlerai dans la première partie, comment j'ai atterri chez eux. Et puis une dernière partie interactive. Là, je vous vois un peu pâlir, mais il se trouve que je suis forestier, mais je suis aussi chanteur d'opéra. Et donc, vous allez comprendre ce que c'est aussi un petit peu une rando lyrique et comment je fais de la sylvothérapie en y mettant du chant dessus. Ça devient de la sylvothérapie. On fera un petit moment, si vous avez envie, ceux qui ont envie, pour partager un moment interactif ensemble. Si vous avez des questions ensuite, ce sera le moment. Et puis, j'ai un petit film de 10 minutes qui illustrera ce que sont les randos lyriques, la sylvothérapie. C'est un film que le réalisateur Olivier Depardieu a eu la gentillesse de faire avec moi, qui dure 10 minutes, en forêt du Gavre, puisque je vis à Nantes en ce moment, donc c'est dans la région nantaise, à 30 km. Donc voilà, je vous raconte un petit peu ce parcours et ce qui m'amène à vivre ces merveilleux partages dans celui d'aujourd'hui. Je suis né en Lorraine, donc la Lorraine, un peu comme ici, c'est une région très forestière, donc je suis tout le temps en forêt. Et le petit garçon que je suis, il est un peu mélancolique, et il a vraiment tout le temps envie, chaque soir, d'aller faire un tour, avec certains copains arbres déjà, je sais que je leur parlais. Je ne savais pas trop pourquoi, mais c'était déjà source de bien-être dans mon enfance. Leurs écorces ont accueilli mes joies, et ils ont accueilli aussi certaines de mes larmes, ils ont épongé certaines de mes larmes. Donc voilà, ça commence comme ça en Lorraine. Les vacances dans les Vosges, avec mon grand-père, des souvenirs que peut-être chacun d'entre nous a, des souvenirs d'enfance et de bien-être d'enfance. Pour moi, les Vosges, c'est un peu comme ici, c'est beaucoup les résineux. Je me sentais vivant par rapport à ces odeurs, ces effluves, ces huiles essentielles qui nous enveloppaient. Donc 2 mois les vacances dans les Vosges. Tout naturellement, j'ai envie de devenir forestier. C'est vraiment ma passion, une de mes passions. Je deviens technicien forestier. Ça se passe pas loin d'ici, à l'école de Poisy-Annecy, l'école d'agriculture. Donc je viens passer 2 ans en Haute-Savoie avec grand plaisir. C'est là que naît ma vie de forestier. Donc ça commence. À l'époque, je suis encore sous le coup du service national, et plutôt que de faire le service, je me suis dit je vais faire la coopération et faire mon métier en Afrique. Je pars au Burundi pendant 2 ans. C'est passionnant, je plante des eucalyptus, des arbres d'Amérique centrale pour les besoins des populations. Burundi, vous savez, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Et rien que pour créer du bois de chauffage pour la cuisson, du riz, qui est là-bas une des bases alimentaires, on ne peut pas manger de riz sans cuisson. Donc il y avait des besoins énormes de bois de chauffage, curieusement. Donc je vis 2 années absolument exceptionnelles, sauf que là, il se passe un truc qui va me faire assez mal tourner. Je découvre que j'ai une voix de ténor. Et à la chorale de Bujumbura. Le hasard absolument incroyable d'un copain qui me dit tiens, on a besoin d'hommes comme dans beaucoup de chorales, je ne sais pas si certains parmi vous chantent, il manque toujours des hommes, et je me retrouve à la chorale de Bujumbura. Le chef de chœur me dit
Vous avez une vraie voix de ténor, tu fais ce que tu veux avec ça. Bon, voilà. La vie se passe au Burundi, je continue ma vie de forestier, que j'adore. Je rentre en France sur un poste à Carcassonne, là pour conseiller les propriétaires forestiers dans la forêt privée. Comment dire, la protection contre les feux de forêt dans le département de l'Aude. Et aussi, je travaille au Canada pendant 6 mois. Là, je m'occupe de la prédation des bébés caribous dans le parc de la Gaspésie. Voilà, ça rejoint la forêt, parce que s'il y a trop de bébés caribous, s'il y a une prolifération de cervidés, vous en savez peut-être quelque chose ici, et ben voilà, la forêt en pâtit. Donc, il fallait trouver l'équilibre entre les prédateurs, qui étaient le coyote et l'ours noirs, par rapport aux bébés caribous qui eux-mêmes disparaissaient dans ce parc. Voilà. Donc des expériences très diverses, passionnantes, dans le monde de la nature et de la forêt. Sauf qu'il se confirme, je prends des cours de chant à Toulouse, puisque j'étais à Carcassonne, il se confirme que j'ai une voix de ténor. Vraiment. Donc je décide de tenter le coup. Voilà, j'aime la musique depuis tout petit aussi, c'est ma deuxième passion. Je pars dans cette direction, je laisse mon métier de forestier, et je pars. Je raconte tout ça parce que ça a son importance pour la suite. Je pars au conservatoire à 26 ans, etc. 6 ans après, je deviens professionnel du chant dans les chœurs d'opéra de Monte-Carlo. Puis après, c'est tout bonus. Des petits rôles, je gagne des concours en Autriche, j'ai des agents artistiques là-bas, et c'est des premiers rôles. Donc je chante beaucoup de premiers rôles en Suisse, en Allemagne, en Autriche, très peu en France. Et je suis comme happé dans un autre système. J'oublie un peu la forêt en attendant. Voilà. C'est aussi pour ça que je vous parle de ça. J'oublie de revenir tous les jours, toutes les semaines, me connecter à mes arbres. J'oublie quelque chose de fondamental au fond de moi. Happé dans le système, grisé c'est une sorte de show business relatif, hein, mais grisé par le show, voilà, ce monde artistique. Des bonnes critiques, je suis ténor, donc voilà, j'ai souvent des bonnes critiques dans certains rôles, comme Werther ou Tamino, de la flûte chantée, Werther de Massenet. Voilà, ça dure quelques années, je ne sais pas dire non, je chante tout le temps. Et paf, à un moment donné, tout ça s'arrête, je perds ma voix. Ce qui était à l'époque un drame absolu, je voulais mourir, j'étais très identifié au ténor que j'étais, s'est avéré être un grand cadeau par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Une chute infernale. Je passe de ténor international à quasiment en 3 ans le RMI, les minima sociaux. Il me reste très peu d'argent de cette grande époque faste. Je flambais. Et c'est pas loin d'être à la rue. Il y a ce moment où il faut que je réagisse. Je suis tout seul. Je m'enferme. Hein, j'ai des amis, tout ça, mais c'est le moment où je m'enferme complètement. Et il y a ce moment charnière où je me dis, si je continue, je vais vraiment crever. À quoi je dois me reconnecter pour vivre à nouveau, pour me ressentir à nouveau la joie de vivre? Parce que je ne l'avais plus, j'étais comme mort à l'intérieur de moi. Et c'est là que j'ai entendu la petite voix de mon enfant intérieur, le petit Vincent. Mais je l'ai vraiment entendu. La petite voix toute aiguë que j'avais quand j'étais gamin, qui m'a crié, mais t'as oublié, loup, forêt, Amérindien, Québec, Canada, forêt, Vosges. Et rien qu'entendre ces mots-là, je ressens à nouveau mon cœur battre quelque part, à ce moment-là précis. Je me rends compte que je ne le ressentais plus, il y avait quelque chose de vraiment éteint. Et là, je tape ces mots, loup amérindien, forêt, Québec, sur le web, dans Google, tac, 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 comme animé par ça. Hop, la première site qui apparaît, c'est site culturel amérindien Solon-Antoine. Venez vous ressourcer dans les forêts au nord de Québec. Il me reste, avec l'argent qu'il me reste, je prends le premier billet d'avion pour le Québec, je réserve pour 1 semaine, je pensais rester 1 semaine. Et me voilà débarqué chez M. Régent Gargois Sioui, un des chefs de la nation Wendat Huron, qui m'accueille. Je pensais rester 1 semaine et je suis resté 4 mois. Et quand je suis arrivé, et il me dit quoi? Il me dit avec son accent québécois, pardon s'il y a des Québécois, je vais un petit peu faire. Il me dit, mais ça n'a pas de bon sens, un coup de dent là, mon gars, t'es pas dans l'instant présent là, t'es pas là, t'es pas vivant là, t'es que dans tes regrets du passé là. Et que les projets, t'étais un grand ténor, là, tu veux redevenir un grand ténor, mais t'es pas vivant, t'es pas juste là, avec nous, avec moi. Puis il avait raison. Et je me prends ça dans la figure, t'es pas vivant, mon gars. Sauf que, à peine je pose le pied sur son site culturel amérindien, il faisait moins 15, on était à la fin de l'hiver, hein, c'est le Québec. Et à peine je pose le pied, j'entends ces chiens à moitié loups, des huskies, mais croisés, voilà, c'est toujours un peu mystérieux,
qui hurle, et surtout je suis happé, embaumé par l'odeur de la résine des épinettes et des sapins du Québec. Mais comme mes Vosges d'enfance, mais décuplés au 10 millième. Et là je sais que voilà, je me ressens encore plus vivant, ça continue, la vie me regagne, je sais que je suis au bon endroit. Sauf que pendant une semaine, je me dis voilà, j'avais un agent artistique à New York, j'auditionne, tant que je suis en Amérique du Nord, je reste une semaine là, je me requinque, ma voix était à peu près revenue, et puis je pars à New York pour auditionner. Puis ça s'est pas passé du tout comme ça, c'était pas du tout prêt, évidemment. Et je suis resté pendant 4 mois donc, sur ce site amérindien. Donc une montagne que ce chef s'est racheté, quand on y pense c'est quand même un comble, hein, il s'est racheté un territoire, pour pouvoir accueillir des gens comme moi, un peu en détresse, et pas seulement, des enfants de classe de Montréal, un peu déconnectés aussi de la nature et qui venaient rencontrer la sagesse amérindienne. Et petit à petit, il m'a confié une de ses chaînes louves, il m'a dit tous les jours, tu vas aller dans le bois, te promener et t'asseoir au pied d'un arbre, et avec Nanook, voilà. Et petit à petit, tu vas revenir juste dans l'instant présent et tu vas réapprendre voilà, cet espace-là, c'est le vivant en toi d'une certaine manière. C'est ce qui s'est passé, petit à petit, les forces, je les ai senties en moi, revenir. Ça n'a pas été facile, hein, il y a eu des allers-retours, et puis des rituels amérindiens, comme à la fin de ce voyage, ces 4 mois, un rituel de quête de vision, peut-être que vous connaissez ça, c'est un jeûne total de 4 jours, boisson, nourriture. Et dans une petite hutte que je m'étais construite à 3 km de son site, donc au milieu de la forêt, il y a des loups, il y a des ours, hein, c'est une nature assez sauvage, on est à 500 mètres du parc de la vallée de la Jacques-Cartier, pour ceux qui connaissent, pas très loin de Québec au nord. Donc me voilà, à dormir tous les soirs dans ma hutte. Voilà. J'avais pris plein de bouquins, je pensais m'ennuyer. J'avais mangé, mais alors j'avais le ventre en montant. J'avais bu et mangé, mais c'était incroyable. Donc le premier jour, mais je me rendais compte qu'il fallait que je fasse un feu pour échapper aux moustiques. C'était en plein juin, c'était à la fin de ce séjour. Donc rentrer dans la fumée. La tâche, c'était d'entretenir un feu en permanence pour ne pas se faire attaquer par les moustiques en permanence, justement. Mais je soufflais sur les braises le premier jour et j'avais la tête qui tournait. Mais ça n'avait pas de sens, puisque je manquais de rien encore. Et je n'avais pas encore, le jeûne n'avait pas eu son effet. C'est là que j'ai pris conscience que c'était juste des peurs. C'est les peurs qui me faisaient perdre connaissance. Et la preuve était là dans les jours qui ont suivi. Un peu moins peur le deuxième jour. Troisième jour, plus aucune peur. Je n'ai pas ouvert un seul bouquin. J'étais au pied d'un grand arbre, j'avais choisi ma zone de pouvoir. On appelle ça comme ça pour ce rituel-là. Et petit à petit, je manquais un peu d'eau, un peu de nourriture, mais dans le fond, c'était pas si terrible que ça. Je découvrais un autre espace, une autre énergie, beaucoup plus profonde qui est apparue. C'était plus physique, c'était plus musculaire, ça n'avait plus rien à voir. Et tout d'un coup, je me sentais mais d'une intensité de juste vivant dans l'instant. Chaque mouvement de ma main, pour aller toucher une écorce, je goûtais chaque micro-mouvement du doigt. Je sentais la pulsation, j'étais en connexion avec mon air dans les narines. J'étais en même temps avec mes pieds nus pendant 4 jours sur la terre, avec mes appuis, le contact de ma matière avec la matière extérieure. Tout ça était extrêmement présent en sensation interne. C'était juste une joie pure d'être vivant. Et là, j'ai découvert, grâce aux arts, grâce à cette nature, qu'on a besoin de rien d'extérieur pour nous stimuler, pour notre bonheur. C'est une illusion, ce truc-là. La joie de vivre, elle est là à l'intérieur de nous. Et les arbres, qui sont de la présence pure, nous communiquent ça de façon naturelle. Je voulais arriver à ce moment-là parce que c'est pour moi le vécu fondamental, le moment où je me suis senti le plus vivant dans ma vie. Et quelque part, c'est ce que je partage maintenant dans mes randonnées lyriques. Un concentré en 3 heures, une journée, 2 jours, bientôt 5 jours, de pratique de l'instant présent, accompagné par ces arbres. Alors ces arbres, de quelle manière ils nous inspirent? Au fil des observations que j'ai faites, notamment au Québec et puis depuis tout petit, je les regarde vivre, simplement. Et qu'est-ce qu'ils nous racontent? Par exemple, qui suivent les rythmes des saisons. Quelque part, nous, les humains, on l'oublie. Un arbre, il ne va jamais fructifier, faire des fruits en hiver. Il ne va jamais bosser comme un fou en hiver. Il va savoir se reposer
dans les moments où le contexte naturel l'amène à se reposer. Pourquoi nous les humains, on n'est quelquefois pas à l'écoute des rythmes de la nature, et même des repos naturels d'une journée, des rythmes d'une journée, avec des moments de croissance, des moments de repos. Souvent on ne respecte pas assez les moments de repos, quand le corps nous appelle. Et j'en sais quelque chose, hein. Je suis tombé souvent sur scène, dans les pommes, je suis tombé plein de fois. Mon corps me l'a rappelé quand je ne suis pas avec lui et que je ne suis pas allé à son écoute. Et ça, les arbres sont extraordinaires pour nous ramener à ça. Ils nous le racontent, tout simplement. Voilà, les saisons. Ils savent se reposer, par exemple, en hiver. Ils savent perdre leurs feuilles, ils savent faire le bilan d'une année, laisser mourir certaines parties d'eux, les feuilles, pour la suite, pour ne pas se laisser alourdir de certaines choses du passé, tout le temps emmagasinées. Voilà. Une perpétuelle transformation. Ils nous le racontent, on a ça sur les yeux, et on le voit, mais on ne l'applique pas toujours pour nous-mêmes. Deuxième façon de vivre que j'aime bien raconter dans les randos lyriques, c'est, vous le savez peut-être, c'est quoi la différence de caractère entre un sapin et un épicéa? On a les deux ici. Fondamentalement, ils n'ont absolument pas le même caractère, dans leur jeune âge notamment. Est-ce que vous avez une idée de quoi j'ai envie de parler? Concernant la lumière, leurs besoins en lumière. C'est simple. L'épicéa, c'est un arbre qu'on appelle héliophile en jargon forestier, donc hélios, le soleil. Donc, dans son jeune âge, il va avoir besoin d'éclaircies pour être à son optimum. Et il va grandir, il va rechercher la lumière très vite. Tac. Le sapin, par contre, lui, il va avoir besoin d'être protégé plus longtemps. Il va avoir besoin d'ombre. On appelle ça un arbre syaphile. Il va avoir besoin de temps, d'avoir ses parents plus longtemps autour de lui. Il va avoir besoin de construire une racine profonde, ce qu'on appelle une racine en pivot, voilà, qui fait que les sapins sont plus résistants finalement au vent que les épicéas. Alors que l'épicéa, qui va cracher très vite, il va faire des racines qu'on appelle traçantes, qui sont plutôt comme ceci, horizontales. C'est pour ça qu'on trébuche sur les racines d'épicéa sur les chemins. Vous trébucherez rarement sur les racines de sapin sur les chemins. Voilà, c'est pas du tout le même ancrage. Et j'aime bien raconter ça parce que, au même âge, par exemple à 10 ans, un sapin il fera cette hauteur-là, un épicéa il sera 2 fois plus grand. Si le sapin il se disait, mince, je me compare aux autres, je vais moins vite, comme peut-être nous on fait de temps en temps, en se comparant aux autres, dans quel domaine on était moins vite que les autres. Voilà. Le sapin, il s'en fout, il sait que c'est son caractère de sapin, et qu'il va avoir vraiment besoin de ce temps. À la moitié de son âge, il va rattraper, vers 50 ans, il va rattraper en hauteur l'épicéa. Et au bout du compte, ce seront les mêmes forces de la nature. J'aime bien raconter ça parce que voilà, encore, il nous raconte que dans la nature, les arbres ont chacun leur tempo, leur place, leur rythme. À nous d'entendre ça aussi. Si vous êtes de caractère sapin, accueillez-le comme quelque chose ce temps dont vous avez besoin, dans tel ou tel domaine. C'est pas global, hein. Moi je me sens sapin dans certains domaines et je me sens épicéa dans d'autres. Mais voilà, tout ça est ok et normal. Je raconte souvent ça aux enfants que je vois qui n'ont pas le même rythme que les autres, qui ne suivent pas de la même manière. Ouais, t'es un petit sapin, c'est ok. Un autre exemple, pour que nos arbres nous racontent, leur façon, quand ils sont blessés, vous avez peut-être vu ces arbres qui font des fourches. Ça arrive souvent, notamment les érables, les frênes. La plupart des arbres, vous voyez des fourches à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Pourquoi il n'est pas parti tout droit comme un tronc, tout simple? Quelle est la blessure qui lui est arrivée? Il s'adapte. Pardon? Il s'adapte. Voilà, il s'adapte au sommet, le bourgeon terminal, qui a été, soit, si c'est assez bas, abruti par les cervidés, hein, ils raffolent les cerfs ou les chevreuils des petits plants d'arbres et des bourgeons, le bourgeon terminal, c'est vraiment le meilleur. Ou, si c'est un peu plus haut, si vous voyez une fourche plus haut, c'est souvent le gel, à un moment donné, qui a attaqué ce bourgeon terminal. Et l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se dit pas, oh là là, ça y est, c'est vraiment mon bourgeon qui va vers la lumière, le plus haut, le plus vite. Il ne se dit pas, la mince, voilà, qu'est-ce que je fais? Je suis blessé. Non, tout de suite, la sève est là, elle va monter, et les bourgeons latéraux, juste à côté, vont prendre le relais.
C'est pour ça que vous avez cette forme en fourche. Une fourche parfaitement symétrique pour les érables et les frênes, parce que les bourgeons sont ce qu'on appelle opposés, complètement au même endroit. Alors que pour les hêtres, par exemple, ils sont alternés, un bourgeon là et un autre de l'autre côté, etc. Vous aurez moins souvent des fourches parfaites chez les hêtres. Voilà des exemples d'adaptabilité, il y en a beaucoup, et j'ai envie de terminer par un que je trouve fondamental, que je raconte toujours aussi dans mes randos lyriques. C'est, ben voilà, un arbre qui est complètement coupé, abattu. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu certains des arbres, comment ils réagissent? Ils rejettent. Certains arbres, ils rejettent. D'autres pas tous. Hein. Souvent les résineux, c'est compliqué, ils n'ont pas cette attitude-là. Mais la plupart, des châtaigniers, des chênes, souvent, ont la faculté de rejeter. C'est quoi les rejets? C'est l'arbre est coupé, voilà, abattu, mort sauf la souche. Tout d'un coup, le printemps suivant, à l'endroit où est la sève, les petits bourgeons vont pouvoir naître à la périphérie, comme ceci. Et il va pouvoir voilà, créer 2, 3, 4, 5, 6 tiges, c'est plus des troncs uniques, qui vont se développer et qui vont avoir une croissance exponentielle. Ça, c'est extraordinaire. Si cet arbre était resté attaché au tronc qu'il était, ben voilà, il ne se passe rien. Et il décide de repartir vers l'inconnu et la diversité. Et ce que les forestiers savent, parce que ça s'appelle la sylviculture du taillis, donc on le fait volontairement, c'est que la croissance des tiges qui sont issues comme ceci d'un abattage, qui viennent de la souche, est presque 2 fois plus grande que s'il était resté un tronc, simplement. Donc voilà, résilience. Comment ça peut résonner chez nous? Est-ce qu'on n'a pas été à un moment donné abattu dans notre vie, avoir l'impression même qu'on est mort? Et pour donner l'exemple avec ce que j'ai vécu, j'étais un ténor international, j'étais juste ça, juste un tronc. Puis voilà, je suis tombé. Vraiment, ce sentiment d'être abattu. Et tant que je m'accrochais à ce ténor d'avant, j'essayais de le réanimer, j'ai fait les auditions, ça ne marchait pas, je restais accroché à ce qui était mort. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de laisser la vie s'ouvrir, et tout d'un coup, un éditeur est venu à moi, j'ai écrit des livres, j'ai commencé à faire des conférences, j'ai commencé à partager par des cours de chant à l'université de Strasbourg, j'ai commencé à créer les randos lyriques. C'est venu à moi naturellement. Je me suis ouvert à cet inconnu et à toutes ces tiges, tous ces domaines de la vie que je ne soupçonnais même pas avant d'être tombé en tant que tronc ténor. Peut-être que ça peut résonner pour vos moments à vous et vos transformations, vos changements à vous. J'ai envie de venir, je ne sais pas au niveau du timing du tout où est-ce qu'on en est. J'ai envie justement de venir à, pour moi, ce qui est l'essentiel de ce que les arbres ont à nous raconter, au-delà de leur façon de vivre. C'est... Comment vous dire? Qu'est-ce qui est vivant dans un arbre? Qu'est-ce qui est vivant dans un tronc? Pour résumer, voilà, évidemment les feuilles et ça, mais quelle est la partie vivante dans un tronc? La sève? La sève, absolument, et elle se situe où? Dans le tronc. À l'extérieur? La résine? Entre l'écorce et la... Non, pas la résine, ça c'est propre aux résineux, c'est différent de la sève. Mais effectivement, elle est à la périphérie. Vous êtes juste... Juste sous l'écorce, effectivement. Donc ce que l'arbre nous raconte, c'est que... Et c'est donc le cerne de l'année, hein, c'est vraiment le cerne de l'année. Et en fait, dans le cœur, est-ce que c'est vivant d'après vous, à l'intérieur de l'arbre? Oui. Non, ça devient... C'est complètement mort depuis longtemps. La partie vivante de l'arbre, c'est vraiment uniquement le cerne de l'année et un petit peu la petite couche. Alors, le cerne de l'année, on appelle ça le cambium. C'est aussi intéressant de voir que les botanistes ont appelé ça changement, pour ce qui est vivant dans l'arbre au maximum. Changement éphémère, ce côté-là. C'est pour ça que c'est si fragile? C'est pour ça que c'est si fragile, et en même temps, c'est pour ça que c'est si fort. Je vais vous dire pourquoi. Donc, juste en dessous, si on va vers le cœur, le centre de l'arbre, donc vous avez votre cambium, c'est juste ce cerne de l'année. À l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle l'aubier, qui est du cambium des années précédentes, en train de mourir, déjà mort ou en train de mourir. Voilà, pas très épais. Et au centre, le vrai cœur du bois, c'est ce qu'on appelle le duramen. Et là, c'est complètement mort. Il n'y a plus de sève, il n'y a plus rien du tout dedans.
Si on va de l'autre côté, vers l'écorce, vous avez notre cambium, le cerne de l'année, et puis vous avez encore une partie un peu vivante et en train de mourir, qui s'appelle le dipère. Et puis l'écorce qu'on appelle le subère, et qui est morte, qui est protectrice, mais qui, elle aussi, ce sont des tissus morts. Donc en gros, dans un tronc, dans un arbre, la partie vivante, c'est 15%. Et pourquoi j'en viens à ça? L'arbre, il nous raconte que chaque année, c'est comme un cône inversé, comme ça, qui vient de vivant, de l'instant, qui vient se poser sur le passé, mais qui est mort. Il nous raconte que le jus de la vie, c'est l'instant présent, de par sa constitution. C'est au-delà des sagesses. Ça, c'est les Amérindiens m'ont dit. Je suis allé aussi au Népal, les bouddhistes me l'ont dit. J'ai rencontré plein de sagesses qui en parlaient. Mais l'arbre, il nous le raconte dans sa matière. Ça, je trouve absolument... ça m'aide à comprendre pourquoi, et peut-être vous, ça vous aide à comprendre à quel point il vous aide naturellement. Ils sont de la pure présence, et donc ils vous appellent, si vous autorisez ça, à votre propre présence. Et ça explique aussi alors, pourquoi ils sont forts. Sandrine vous dit ça tout à l'heure, parce que ça explique les arbres creux. Pourquoi les arbres... Vous avez peut-être rencontré des arbres creux, même certains, on peut rentrer dedans. Je sais qu'il y en a quelques-uns comme ça en Alsace. Ça nous raconte exactement que le vivant, c'est vraiment que la périphérie. Et il peut être vraiment creux. Il peut avoir un passé complètement pourri. Encore, pensez-y par rapport aux analogies avec nous les humains. Tant qu'il est dans le jus de l'instant présent, il est vivant intensément. Et il se constitue un nouveau socle, certes un peu fragile, puisque le passé est vide, ou pourri, ou compliqué, mais dans l'instant, il se reconstitue un socle de jeunesse et de vie la plus intense. Je sens que ça fait souvent beaucoup de bien quand je raconte ça au rando lyrique. Voilà, des enfants sont plus ou moins blessés. L'arbre nous raconte que l'instant présent, et vraiment venir là, est une des solutions pour sa propre résilience. Il y a une belle diversité, effectivement. Le pin sambro fait partie des pins en général, qui eux sont justement, ont la particularité, donc celui-ci aussi, d'être particulièrement des arbres de lumière, par exemple. Les pins sambro comme les autres, pins sylvestres, il faut forcément, les sylviculteurs doivent les dégager pour leur permettre l'accès à la lumière très tôt, sinon ils vont végéter. C'est vraiment le contraire des sapins et des arbres d'ombre. Certains de ces arbres ont 6 siècles. Oui, absolument, oui, tout à fait, 6 siècles. Et alors pour vous dire, vous parlez encore effectivement de l'âge de certains arbres. À Nantes, où je vis en ce moment, il y a plusieurs arbres, dont un spécifiquement, un châtaignier, qui a 1300 ans. Il a connu Charlemagne. En France, le plus vieux, c'est un olivier qui a 2000 ans, aux alentours de 2000 ans. En Europe, non, c'est pas en Europe, c'est aux États-Unis. Le plus vieil arbre, sous forme de tronc, c'est 5000 ans. Et on peut aller bien plus loin en âge pour des arbres qui se reproduisent justement par rejet ou de façon végétative. Vous avez comme ça des épicéas en Suède ou en Norvège qui font 10 000 ans. Ils ont la souche à 10 000 ans. Après, ils se reconstituent au fil de... Vous vous rendez compte, 10 000 ans, c'est quand même exceptionnel. Et vous avez même, je crois que c'est un pin, un peuplement de peupliers faux-trembles dans l'Utah, aux États-Unis, qui a 80 000 ans. La souche a 80 000 ans. Vous imaginez, c'est incroyable, on ne peut même pas nous-mêmes l'imaginer. Et cette couche circulaire vivante, elle se génère à partir de quoi? Ceux qui ont 80 000 ans? Mais se génère à partir de quoi? Ah oui, oui. Oui, absolument. Mais c'est ce phénomène de prolifération du cambium, hein, le xylème, le bois, qui vient par le phénomène à la fois de la nourriture dans la terre, des nutriments, la richesse de terre, l'eau, et puis la lumière. C'est une espèce de symbiose entre terre et ciel, et qui fait que voilà, cette nourriture c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Souvent, ce qu'on ne sait pas, on pense à la photosynthèse pour l'arbre, c'est-à-dire cette faculté, grâce à la lumière qu'ont les feuilles, de transformer le CO2 en oxygène. L'arbre a aussi la même respiration que nous, dans l'autre sens. Sauf qu'il n'y a pas de poumons, il n'y a pas
il n'y a pas de bouche, il n'y a pas d'organes respiratoires comme ça se fait juste simplement au niveau cellulaire. Et cette respiration-là, justement, pendant l'hiver, où la respiration de photosynthèse n'a plus lieu, parce qu'il n'y a plus de feuilles souvent, ou alors c'est très limité pour les résineux, pendant ce temps-là, il y a quand même la respiration dans l'autre sens, qui est plus similaire à la nôtre, cellulaire, qui continue à se vivre. Donc c'est aussi une forme de nourriture de cette manière-là. Vous savez que, justement, l'hiver, le danger pour l'arbre, c'est quoi le plus grand danger? Pourquoi il se dépouille de tout ça et il va au ralenti? C'est le gel. S'il restait de la sève en hiver, ce serait une catastrophe absolue, l'arbre exploserait. Donc c'est une espèce de... Oui, oui, tout à fait. Et c'est une espèce de manière d'exister qui est absolument extraordinaire pour ça. Est-ce que ça en fait des êtres exceptionnels pour moi, ce sont des êtres de présence pure, c'est-à-dire qu'ils ont pour moi, en ce sens, ils sont exceptionnels, en ce sens, ils peuvent nous aider. Ils n'ont pas de mental, comme nous on l'a. Ce qui nous détache de la présence, quelque part, ce qui nous fait des fois nous déconnecter, ben voilà, je l'ai vécu, vous l'avez sans doute vécu aussi, quand avec notre mental, on projette, où on est dans les regrets, où on n'est pas dans l'instant. Sans rejeter le mental, mais l'arbre, il raconte vraiment cet espace infini de l'instant présent qui est là, qui du coup peut accueillir tous les autres phénomènes. Notre mental, nos émotions, et tout le reste, les peurs, si on est connecté à cet espace que j'appelle de l'être, qui est donc connecté à l'instant présent, on est comme l'océan qui accueille une rivière en furie. On ne se prend plus pour la rivière en furie. Par contre, le mental, c'est une forme de rivière en furie, ou une émotion. Quand on est l'eau, à quoi on se connecte? À l'océan ou à la rivière en furie? Et l'arbre nous raconte ça. L'instant présent, c'est cet espace fondamental, c'est l'océan, c'est l'immense espace qui peut accueillir les autres. Et du coup, on n'est plus embarqué. J'ai perdu une deuxième fois ma voix il y a 3 ans. C'était plus grave d'ailleurs, j'ai dû me faire opérer. Ben, c'était ok, ouais, chouette, qu'est-ce que je vais apprendre? Il y a encore un truc que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je vais apprendre? Je suis allé à l'opération, même en me disant, bon, je suis même prêt à plus reparler. Et ben, je vivrai autrement. Alors que la première fois, je voulais mourir. Et c'était bien moins grave. C'est-à-dire que voilà, cet espace-là m'a permis de ne plus avoir le nez sur mon émotion, sur ma peur, sur la peur de perdre, et du coup, il y a eu ça, hein, je dis pas, il y a eu des peurs, mais il y a un autre accueil de ce qui se passe en moi, quelque part. Les arbres vous ont sauvé la vie? Oui, les arbres ont sauvé la vie, absolument. C'est vraiment ça. Oui. Et quelque part, ils ont un côté, pour moi, je vous parle de ça, il y a un côté métaphysique, hein, quand je parle de l'être, tout ça. Mais ce que j'aime dans ce que les arbres nous racontent, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être religieux par rapport à ça. C'est dans la façon dont ils s'incarnent qu'il y a un accès pour moi à une forme de métaphysique que j'ai rencontrée dans la sagesse amérindienne. Et j'avais besoin de cette incarnation, que ce ne soit pas une croyance, oui, que ce soit voilà, ce qu'ils sont, et que c'est visible. Alors c'est mon interprétation, c'est mon regard, mais c'est concret. Voilà. Ce cerne, ce vivant en lui, c'est vraiment l'instant présent. Je ne sais pas si ça vous parle ou si c'est un peu étrange. Je sais que ça a changé, ça a bouleversé ma vie et c'est un moteur pour partager ça le plus possible. Dans la nature, c'est encore mieux, là, en pratiquant. D'ailleurs, justement, non, je vous en prie. Oui. J'ai vécu à la musique la vôtre, mais exactement les mêmes hauts, les mêmes bas. En fait, c'est la nature, la sophrologie, le yoga, le bouddhisme qui m'ont aidé à me remettre dans l'instant présent. Mais ce n'est pas. Enfin, je travaille aussi en thérapie là-dessus. Oui. Depuis tout à l'heure, j'ai toutes les émotions qui ressortent parce que j'ai vécu des bas, envie de mourir, envie de renaître. Etc. Et c'est la nature qui m'a sauvé. Je ne suis pas technicienne forestière, oui. C'est pas du tout ça, mais c'est la contemplation de la nature, être dans la nature. J'ai fait la sophrologie, l'ancrage. Absolument. La nature m'a sauvé. Oui, je crois qu'on est nombreux avec ça. Voilà. Chacun à sa manière, avec sa vie, ce qu'il a regardé aussi. Embrasser les arbres. Mais là, vous veniez dans votre matière.
matière. Vous veniez, et c'est ça, vous venez dans l'instant par la sensorialité. Et là, on se sent vivant. Et c'est peut-être vous avez goûté à cette joie pure juste d'être vivant. Et qui fait que vraiment, on n'a plus besoin de stimuli extérieurs. Tant mieux si la vie est généreuse. Tant mieux si elle donne des belles choses. Mais, ok, du coup, on reste calme quand même. C'est plus l'euphorie de... Et puis, s'il se passe des pépins, et ben voilà, qu'est-ce que je vais apprendre de ça? Comment je vais encore devenir un meilleur être humain? Comment je vais être plus patient? Comment je vais plus m'occuper de moi? Souvent, on ne s'occupe pas assez de soi. Souvent, on ne s'aime pas assez. Je crois que les arts peuvent nous aider juste à nous aimer, avec nos défauts, justement, à accueillir même les choses qu'on n'aime pas en soi. Et ça voilà, pareil, les arbres nous racontent ça. Alors, ça va un peu loin, mais moi, je l'ai ressenti profondément. Les arbres et d'autres, effectivement. Je parle pas j'ai fait des thérapies. J'invite dans mon livre notamment à des exercices pratiques de méditation, de respiration avec les arbres. C'est aussi de la pratique. Mais de par ce qu'ils sont, simplement, voilà, ils proposent un possible dans cette direction-là. Ils sont l'instant présent, les arbres. Et alors, par rapport à la voix, c'est quoi le lien arbre-voix? Je crois qu'il y avait un truc... Il y a un truc, oui, mais c'est ça, mais je crois qu'il faut conclure d'ailleurs. J'ai envie de vous proposer une petite pratique, un petit peu d'une sorte de... On n'a pas pu le faire dans la montagne malheureusement, mais voilà, une sorte de 2 minutes de rando lyrique, c'est-à-dire comment, en promenade dans les forêts, en se connectant aux arbres, il y a 5 stations sensorielles où j'invite à ouvrir le goût, l'odorat, etc. Et à partir de ça, c'est ouvrir sa vibration sonore. Et petit à petit, avec chaque groupe, on chante de l'opéra, voire des improvisations. Je viens de plus en plus vers la liberté. Pour moi, la sylvoithérapie, ça sera ça. Permettre aux personnes qui m'accompagnaient d'abord de s'ancrer dans leur matière avec les arbres, et à partir de là, dans leur sensorialité, de se sentir très vivant. À partir de là, de laisser juste vibrer leur sonorité, leur voix, et peut-être de créer leurs chansons, leurs textes, peut-être la chanson que chacun a envie de chanter à son enfant intérieur, ou à quelqu'un d'autre, ou à soi-même. Voilà. Et je vous envie, pour conclure, de faire une toute petite improvisation. Vous proposez de fermer les yeux et de vous mettre en relation avec un moment en forêt. Peut-être qui s'est passé pendant ces rencontres, ou dans votre enfance, ou voilà. Choisissez exactement, ou avec un arbre. Voilà, venez en relation sensorielle avec un moment qui a été un moment de joie, de bonheur, avec un arbre dans une forêt. Et je vous invite à sentir l'odeur de cet arbre, à sentir l'odeur de l'humus autour, à vous connecter à cette sensorialité profonde. De laisser grandir ça en vous. Et puis dès que vous êtes bien connecté à ça, de sentir votre respiration en même temps, très présente dans vos narines, ce que j'appelle le nafnat dans mon livre. Narine, air frais, narine, air tiède. L'air est un peu plus frais quand il rentre, il vient de l'extérieur. Il est un peu plus tiède quand il est sorti de vos poumons. Voilà, venez avec ça. Sentez votre arbre. Et je vous proposais simplement de faire un de c'est trop bon d'être là. De faire un son, mais pas un son pour faire un son, mais vraiment Allez-y, cherchez, racontez-moi le bien que ça vous fait d'être en connexion avec votre arbre. Voilà, nourrissez-le, on continue. Allez-y, ça vient de l'intérieur de vous et de cette sensation. Osez, c'est le moment de chercher ça. Voilà, laissez-le sortir. Ça, c'est comme ça que vous aimez votre arbre, non? C'est un dans tous les résonateurs, le masque qu'on appelle dans la technique italienne, hein, c'est vraiment la masque, là. Faites résonner tout ça de votre centre aussi. Allez-y. Et vous pouvez ouvrir le son, à un moment donné, ça devient à vous. On est assez nombreux pour faire un chœur. Avec moi. Avec votre arbre. Maintenant, je vais vous proposer, pour terminer, en restant connecté à ça, de juste me faire un son comme ça ouvert, un peu bourdonnant. On est assez nombreux pour le laisser venir en continu. Et je vais venir, ça va donner un support, et je vais venir improviser avec ma voix de ténor au-dessus. Et on va juste terminer
en chantant ensemble. Mais soyez connectés avec votre arbre. À chaque inspiration, vous sentez votre sapin, votre épicéa, votre être, vous touchez l'écorce de votre être, vous êtes dans cette forêt, l'amour de votre forêt. On y va, on essaye? Donc, cette note-là, par exemple, très simple. Oui, allez-y, on continue. On va tenir ça pendant 2 minutes. Super, allez-y.